Bonjour et bienvenue dans Un café en ferme, un podcast thématique signé par le collectif Ici la Terre. Je suis Juliette et j'interroge ceux qui nous nourrissent, les agricultrices et agriculteurs bien sûr. Nous traitons de sujets d'actualité qui interrogent les consommateurs et qui parfois font polémique. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous enregistrons le 3e épisode qui fera l'objet du sujet biodiversité. Dans la perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, la biodiversité a toute sa place. Surprenant ? Pas tant que ça. C'est ce que nous allons développer dans ce podcast avec Brigitte, agricultrice dans la Marne, co-gérante avec son mari qui pratique le non-labour depuis 25 ans, une technique agricole respectueuse des sols et de l'écosystème environnant. Alors donc je suis accompagnée de Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous Brigitte ? Très bien. Donc Brigitte, est-ce que vous pouvez vous présenter, mais également présenter votre exploitation, là où vous vivez aussi ? Nous vivons dans le sud-ouest marnais, sur une exploitation avec mon mari donc de 230 hectares, avec 3 hectares de vignes en Champagne. En Champagne, d'accord. Voilà. Et c'est une exploitation qui a un petit peu grandi au fil du temps, puisque nous sommes en fin de carrière avec notre fils Thomas qui nous rejoint actuellement, maintenant, pour devenir co-gérant avec nous avant de lui laisser la main. Super. Donc ça fait que quelques jours au final qu'il vient de rentrer en tant que co-gérant. Super. Voilà. Et donc on a un petit peu agrandi la ferme tout au long de notre carrière, en essayant de développer des cultures et en nous adaptant. Voilà. Tout à fait, oui. C'est vrai que, voilà, maintenant on est au 3e épisode et en échangeant, l'agriculture c'est aussi et beaucoup de l'adaptation. Donc vous disiez que donc, vous avez une exploitation de 230 hectares, donc des vignes, donc vous êtes en Champagne. Quelle est la particularité de votre sol ? Puisque d'un département à un autre, d'un bassin à un autre, on cultive différemment. Nous sommes en Champagne crayeuse, donc c'est de la craie que nous avons en sous-sol surtout. Et on a un petit peu de terre rouge et on a aussi des terres avec du sable, parce qu'on est aussi dans la vallée de la Seine. Et donc on a aussi des champs en bordure de cours d'eau. Voilà. Et c'est la craie qui fait la particularité du Champagne. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler biodiversité. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Est-ce que vous avez toujours souhaité être agricultrice ? Comment ça s'est fait ? Je suis née dans la région parisienne, j'ai fait mes études à Paris et je suis infirmière. D'accord. Voilà. Et puis j'ai rencontré un agriculteur. Et au début, vous n'avez pas eu trop d'appréhension, sachant que vous êtes passée quand même d'infirmière à... ça s'est fait en douceur quand même, parce que c'est sur toutes les années. Et j'ai beaucoup partagé avec mon mari, ce qui fait que je ne suis pas restée en dehors de son exploitation, parce qu'au départ, il était en exploitant individuel. Et c'est en 97 que je l'ai rejoint sur l'exploitation. Mais pas forcément tout de suite, parce que j'étais salariée de l'exploitation. D'accord. Et je suis co-gérante depuis 2015, en fait. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez apporter votre définition de la biodiversité ? J'ai envie de dire que c'est un environnement de vie animale, de vie végétale, de vie rurale, et puis autour du métier du vivant et de l'agriculture. Comme je disais, mon mari dit en rigolant qu'un agriculteur, ça attend. Ça attend le bon moment pour semer, ça attend le bon moment pour soigner ses plantes, ça profite de la météo. C'est beau ça, c'est vrai. C'est ça quoi, c'est ça la biodiversité. C'est vivre avec tout ce qui nous entoure et on peut pas être contre. On ne peut pas être contre. Non, c'est vraiment vivre en symbiose finalement. Voilà. On est attentif à ce qui se passe. Je ne sais pas combien de fois par jour on consulte la météo et on fait tout en fonction de la météo.
Justement, il y a des jeunes ingénieurs agricoles qui étaient venus nous faire un questionnaire auprès de mon mari, qui lui avait dit: «Mais comment vous décidez de votre journée?» Ben, il dit: «J'ouvre la porte, la fenêtre et puis je regarde le temps qu'il fait dehors». Ouais. Voilà, hein. C'est ça, quoi. Mmh. Non, c'est Donc ça. on a rien de défini à l'avance. On sait qu'on a des travaux à faire et on s'adapte, en fonction du temps, et tout ça, c'est la biodiversité. Parce que c'est justement s'adapter à la nature. C'est une belle définition. Et donc, durant donc vous avez 25 années d'expérience, et donc vous me disiez que vous pratiquez le non-labour. Voilà, au cours d'une réflexion, puis beaucoup aussi de recherches sur les expériences d'autres agriculteurs. Mon mari s'est lancé dans le non-labour. Alors d'abord par petits essais, on va dire. Ensuite par chantier, et maintenant c'est toute l'exploitation qui est en non-labour depuis 25 ans. Voilà. Oui, parce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs que le non-labour, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une étude à faire sur son sol. Puis par rapport aux cultures qu'on pratique, puisqu'on est donc en grande culture, hein, blé, orge, colza, pois, luzerne, et puis betterave sucrière. Donc, je veux dire, après, il faut voir si le non-labour est compatible aussi avec des types de cultures. Hein, et ou s'adapter, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Là, vous vivez plutôt dans un village ou plutôt Oui, voilà, on est dans un village de 600 habitants. D'accord. Mais on a notre exploitation qui est un peu éclatée quand même, puisqu'on va au plus loin, on doit aller jusqu'à 16 km. 16 km, d'accord. Voilà. Et on en a dans tous les sens, c'est-à-dire est, ouest, nord, sud. Ah oui. Voilà. Et au niveau donc des habitants du village, est-ce que vous avez déjà eu des questions sur vos pratiques, voilà, ce genre de choses? Alors les pratiques, c'est pas tant les gens du village qui nous posent des questions. Il y a beaucoup d'échanges avec d'autres agriculteurs du village. Hein. On est à peu près à exploiter sur les surfaces de la commune. On doit être 35 à 40 agriculteurs différents. Hein. D'accord. Ah oui. Bon, c'est surtout du conventionnel, hein, et aussi un petit peu de, comment dire, conservation des sols. Conservation des sols. Okay. Voilà, d'agriculture de conservation des sols. D'accord. On est quelques-uns. Ça se répand un petit peu. Voilà. On a vraiment une adaptation à avoir, et nous sommes les premiers à nous adapter. Parce que quand on a un défaut de rendement pour une culture, il faut bien qu'on corrige le tir après, si on veut pouvoir continuer à faire cette culture. Et concernant donc vos pratiques justement qui favorisent la biodiversité, est-ce que vous pouvez partager aux auditeurs ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez retiré aussi, puisque parfois ça ne fonctionne pas comme on souhaite? Alors, on a essayé, immédiatement après avoir repris la ferme derrière son père, mon mari a continué sensiblement de la même façon. Oui. Mais les parutions aidant, les nouvelles pratiques aussi, avec tous les essais qui se faisaient autour de nous, on s'est orienté effectivement vers une autre démarche. Par exemple, on a testé le non-labour. On s'est mis aussi à faire des semis de colza avec d'autres graines associées. Vous pouvez expliquer un peu, voilà, alors donc, on sème le colza, donc c'est le colza qui reste le plus longtemps en terre, puisque en gros, entre le moment où on le sème et où on le récolte, il se passe 11 mois, quasiment. Ah oui. Et donc, pour essayer de limiter les désherbants ou autres, mon mari a fait le colza en culture associée. Donc, ça couvre tout le sol, ça pousse tout pousse ensemble. Et comme le colza est un petit peu plus prédominant, eh bien, il pousse un peu mieux, mais comme ça couvre tout le sol, eh bien, ça étouffe les mauvaises herbes. Oui.
Les Et, adventices. comme ces mauvaises herbes résistent moins au gel, et alors que le colza résiste très bien au gel, eh bien, au cours de l'hiver, ces plantes-là se dégradent toutes seules et font un fond d'engrais vert. Et en se dégradant, relarguent un petit peu tous les nutriments dans la terre. Voilà. Ça nourrit en fait en même temps le sol. Alors, même, il y a un petit peu de plantes aussi mellifères. Donc la période de l'automne, ça permet aussi aux abeilles, par exemple, de butiner. Ouais, c'est un 2 en 1, même c'est un peu ça. Voilà. Très bien. Donc le semi-colza associé, d'accord. Voilà. Donc on a fait aussi des engrais verts, des intercultures. Alors interculture, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs? Entre la récolte et le semis, peut se passer plusieurs semaines, voire quelques mois. Par exemple, la récolte d'un blé se fait généralement chez nous à la mi-juillet et le semis se fait à la mi-octobre, en gros. Hein. Peu de temps après la récolte, on va semer des engrais verts. Hein, pareil, c'est plusieurs graines associées. Ça peut être du trèfle, du lin. C'est des graines qui vont donc occuper le sol et qui sont détruites avant le semis et qui vont, entre guillemets, faire une pompe à azote, c'est-à-dire qu'elles vont capter l'azote qui est dans le sol pour éviter justement que l'azote ne soit lessivé par les pluies et ne parte dans la nappe. Et ça permet un couvert. Oui, couverts végétaux. Voilà. Et qui, une fois détruit, va faire un engrais. Ah oui, une fois encore détruit. Là, donc les couverts végétaux. Au niveau des vignes, il y a aussi des pratiques que vous utilisez? Tout à fait, parce que il y a quand même pas mal de dizaines d'années, on désherbait entre les rangs de vignes, alors que maintenant, mon mari, il est 100% en herbement, c'est-à-dire que entre chaque rang de vigne, il y a de l'herbe qui pousse. Et c'est de l'herbe qu'on maîtrise, donc on ne désherbe plus. Alors, on désherbe encore en localisé sous le rang, parce qu'on ne peut pas laisser pousser l'herbe sous le rang. D'abord parce que ça pourrait amener des maladies si c'était trop haut. Et on a aussi un cahier des charges avec l'appellation Champagne qui nous, quand même, oblige à une pratique agricole, viticole respectueuse du cahier des charges. Hein. Et donc, au lieu de passer un désherbant dans la vigne, on passe la tondeuse. Ah oui. Et comme ça, on préserve le sol et aussi le ruissellement. Ça évite que la terre ne parte, parce que par principe, les vignes sont sur des coteaux et à certains coteaux un peu pentus, si jamais il y a une très grosse averse ou un gros orage, on peut avoir la terre qui du coup part dans le bas du coteau parce que c'est lessivé. Ouais, d'accord. Il y a également au niveau de vos matériels aussi? Voilà, on essaie. Alors, avec le non-labour, en fait, on se limite à un travail du sol sur 7 à 10 cm. Et quand on sème, on essaye de ne travailler que la ligne de semis. Donc, on essaye toujours de trouver du matériel qui ouvre la terre, qui travaille sensiblement la terre juste avant le semis, ou alors, quand on veut déchaumer, après la récolte, on a ce qu'on appelle un scalper qui peut justement désherber aussi en même temps et enlever les pousses coupées de la culture précédente. Donc mécaniquement. Et tout ça en respectant le sol. Parce que, donc vous disiez 7 à 10 cm, vous pouvez aller jusqu'à quelle profondeur? Je pense que c'est la limite, parce qu'au-delà, on dérange nos vers de terre. Oui, c'est voilà, précieux. parce qu'on a énormément de vers de terre dans notre sol. Et on dit qu'un ver de terre, il laboure la terre en 7 ans. Voilà. Donc, il ne faut pas les déranger. En gros, c'est ça. Il ne faut pas les déranger. Donc, si on va trop loin, après, on risque de les tuer, tout simplement. Et c'est ce qui, entre guillemets, les bouscule beaucoup quand on fait un labour, justement. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas détruire la culture précédente. Mon mari a fait des essais pour le semis direct. Oui. Mais ça ne marche pas tant que ça. Alors, je ne sais pas si c'est la nature du sol ou pas,
Mais donc, le fait de scalper la terre pour désherber mécaniquement et puis, je vous dis, enlever la culture précédente, il y a de meilleurs résultats que de faire du semi-direct. Voilà. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de la nature du sol, quoi. Voilà, c'est ça. Même, voilà, votre voisin agriculteur, par exemple, ne pourra pas pratiquer comme vous, parce que ça dépend de la zone, de l'ensoleillement, de plein de critères. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et heureusement ou malheureusement, ce sont des résultats qu'on ne voit qu'une fois par an. Oui, c'est vrai. Voilà, quand on prend une décision, les effets de cette décision, on ne les verra qu'au moment de la récolte. Pour voir si, alors bien sûr, on va suivre tout au long de la pousse de la culture, tout au long de l'implantation. Mais si on veut améliorer notre pratique, il faut aussi garder l'esprit rendement, parce qu'on a une structure à faire tourner, à faire fonctionner, avec une économie à faire vivre sur l'exploitation. Complètement. Et pour finir, il y a aussi la rotation longue. Voilà, on essaye de faire la rotation des cultures et nous, en moyenne, on revient avec nos cultures. Alors, c'est vrai aussi qu'on a quand même la possibilité de pouvoir diversifier fortement nos cultures. En gros, on arrive à revenir tous les 6 ans sur la même parcelle avec la même culture. Ah d'accord, ok. Voilà, on peut aller jusqu'à 6 années. Mais c'est parce que aussi, on a une terre de craie qui favorise cette possibilité-là. Les agriculteurs qui ne sont pas si loin de chez nous, en Brie, ils sont beaucoup plus limités. Ce n'est pas la même terre que nous. Voilà. Donc eux aussi s'adaptent. Donc finalement, on peut dire que c'est un avantage d'avoir un sol calcaire. Oui. Pour nous, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Est-ce que vous partagez vos pratiques à d'autres agriculteurs pour justement préserver la biodiversité? Alors, on participe à un groupe d'agriculteurs qui, justement, met en commun toutes ces pratiques avec des visites périodiques de champs. Ils vont chez les uns, chez les autres. Ils décident un petit peu de mettre en commun leurs idées. Et puis ils implantent ensuite en fonction de ce qu'ils ont décidé et ils vont suivre tout au long de l'année culturale. Ils vont voir un petit peu comment évoluent les cultures et donc ça leur permet de partager du matériel aussi en commun, de pouvoir s'adapter, de se le prêter avant d'investir on peut faire des essais, c'est ça qui permet. Il y a des groupements d'agriculteurs comme ça qui se développent. Et après, on a aussi d'autres méthodes de mise en pratique. Par exemple, on a des programmes qui sont en relation avec une grande surface pour, par exemple, maintenir des bandes de non fauchées pour que les abeilles débutent des périodes de butinage. Parce que donc, quand on implante une luzerne, ce qui est souvent ce qu'on appelle une tête d'assolement, c'est-à-dire que c'est un petit peu le point de départ de nos rotations. On l'implante pour 2-3 années. De mai à octobre, on va faucher à peu près 4 fois dans l'année. Et c'est de l'herbe, si on veut. Et on la déshydrate, on la met en granulés et ça va pour l'alimentation animale. Et les déchets participent à l'engrais dans les champs. D'accord. Ça se répand dans les champs ou ça se laisse tel quel? C'est ça. Le produit de dégradation de la déshydratation est récupéré également. Et donc, en début de campagne, on laisse pousser, bien sûr, ça végète tout le temps de l'hiver, la luzerne végète un peu, et puis au printemps, elle redémarre, elle repousse. Donc le but, c'est de récolter régulièrement. Et la première récolte, au mois de mai, on laisse une bande non fauchée qu'on laisse monter à fleurs. Donc on laisse les fleurs se développer. Et ensuite, en début de campagne, comme ça, les abeilles, elles ont de quoi butiner pour démarrer leur campagne. Et ce sont des plantes mellifères. Le miel de luzerne est même très réputé en Champagne. Et donc, en fait, c'est presque 1900 km de bandes non fauchées dans la Marne, tous les ans, par à peu près 2500 agriculteurs.
comme on la laisse monter à fleur, et ben, en fait, elle perd de sa qualité un petit peu. Ça représente presque 570 hectares quand même. Oui. Alors, il sera fauché à la fauche suivante. C'est juste en début de campagne qu'on le laisse. Après, les abeilles trouvent dans la marne suffisamment de fleurs par ailleurs, butiner. C'est vraiment uniquement pour démarrer la campagne. Et ce projet s'appelle le projet Apiluse. Apiculture et luzerne, voilà. Le miel doit avoir un goût particulier, alors vous pouvez le définir ou pas? Moi, je suis pas trop amatrice de miel, mais mon mari le préfère beaucoup à d'autres. Avec la luzerne, souvent les abeilles produisent beaucoup. Voilà. Intéressant. Pour finir, il me semble qu'il y a aussi la confusion sexuelle pour la vigne. Voilà, alors aussi dans la vigne, donc pour éviter, parce que le problème donc de la vigne, c'est les larves qui peuvent s'installer et qui peuvent justement abîmer la qualité de la vigne, et puis du raisin ensuite. Donc on ne met pas d'insecticide et la plupart donc des larves sont issues de papillons. On empêche en fait de se rencontrer dans la vigne. On met ce qu'on appelle des racks ou des puffers de confusion sexuelle. D'accord. Ce sont des phéromones qui font croire à monsieur Papillon qu'il a rencontré madame Papillon. Donc, ils peuvent se rencontrer en dehors de la vigne. Et c'est pour ça que, en gros, on pose des racks à espace régulier sur tout un secteur viticole. Par exemple, pour vous donner une idée, dans le sud-ouest marnais, il y a une commune de 250 hectares de vignes. Eh bien, généralement, on fait ça début avril. D'accord. Tous les viticulteurs du secteur se regroupent. On installe des racks sur les fils de la vigne pour tous les 5 mètres carrés. Et ça diffuse une phéromone contre les insectes. Et en dehors de ce périmètre de vigne, eh bien, les papillons vont se rencontrer ailleurs. Et donc, ils déposent leurs larves ailleurs que dans la vigne. Donc, on ne tue pas les papillons, mais on les fait se rencontrer ailleurs. C'est zone à ne pas déranger. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. On vit en cohabitation avec les papillons. Très bien. Belles initiatives. Maintenant, on va parler côté consommateur. Parfois, il peut y avoir des interrogations pour ce qu'ils ont dans leur assiette, ce qui est légitime. Ils peuvent aussi aller à la rencontre des exploitations, poser leurs questions. C'est le cas pour le collectif Ici la Terre qui a créé son numéro vert, son numéro gratuit pour les consommateurs qui ont justement des questions à poser. Donc d'ailleurs, on a déjà eu de nombreuses questions liées à la biodiversité. Vous avez des pistes justement sur la façon dont les consommateurs peuvent soutenir les agriculteurs qui s'engagent justement dans la préservation de la biodiversité? Disons que les consommateurs, c'est vrai qu'ils peuvent nous soutenir justement en comprenant nos pratiques et en achetant nos produits, bien sûr. Hein. Mais bon, moi par exemple, qui suis agricultrice grande culture, en dehors du champagne, j'ai pas de vente directe. Mais par contre, je produis de l'orge pour la brasserie, du blé panifiable pour la farine qu'ils vont retrouver dans leur pain. Le colza, on va fournir de l'huile. Mais effectivement, c'est aussi de ne pas douter de nos bonnes pratiques. Hein. Elles sont simples, nos pratiques. On est au vu de tout le monde et comment dire, c'est toujours intéressant aussi de leur expliquer, c'est ça, de leur prouver que, on est aussi à l'écoute de leurs souhaits, mais que justement, on met les pratiques en face pour leur produire toujours la meilleure agriculture. Oui, complètement. Il y a aussi le fait de comprendre qu'il existe des filières avec traçabilité. Est-ce que oui, on a de plus en plus de cultures tracées. Alors déjà, ne serait-ce que dans toute l'année culturelle. C'est-à-dire qu'on a des logiciels qui nous permettent justement d'indiquer tout ce qu'on fait au cours de l'année dans nos cultures. Et puis aussi, par exemple, on a des contrats avec nos coopératives. Par exemple, le blé panifiable qu'on fait, il est tracé. C'est-à-dire que c'est mis dans un silo à part. Quand on l'emmène à la coopérative, on fait tout de suite des tests dessus.
Et si les tests sont bons, eh bien, correspondent au cahier des charges, le taux de protéines, voilà, tout ce qu'il faut pour le blé panifiable, eh bien, on s'est mis dans un silo où les autres agriculteurs qui ont les mêmes pratiques que nous ont également leur blé. On se met aussi à la portée de nos consommateurs, c'est-à-dire qu'on leur propose aussi de pouvoir vérifier ce qu'on fait. Et justement, à l'ère de la transparence, c'est quelque chose qui plaît d'autant plus d'avoir cette traçabilité-là. Et côté avenir de la biodiversité, pour conclure, pour donner votre propre vision de l'avenir de la biodiversité dans l'agriculture? On va essayer de s'améliorer en permanence. Je vous dis, on travaille avec la nature. Donc, en fonction de l'évolution de ce qui va se passer, là, le changement climatique est quand même un gros bouleversement. Parce que quand on voit les sécheresses dans le midi de la France ou autres, ou même de la vigne dans ces secteurs-là, sont en état de sécheresse. Je veux dire, la vigne est plutôt résistante. Même nous, au niveau de nos pratiques, par exemple, pour les vendanges, on fait énormément de prélèvements juste avant les vendanges pour vraiment récolter au bon moment. Parce que la particularité du champagne, c'est que c'est l'acidité du sol qui nous donne la particularité de notre raisin. Et s'il est trop sucré, ça va pas. Donc, je veux dire, il faut le consommateur n'en veut pas sinon. Voilà. Et puis c'est aussi le goût du consommateur qu'on veut à tout prix maintenir. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est ce que le consommateur souhaite. Il faut qu'on le maintienne aussi, pour la qualité de notre produit. Mais bon, mais faut pas croire que, comment dire, nos pratiques agricoles sont là à tel point que on va dégrader la santé du consommateur. Il y a d'autres types le tabac ou l'alcoolisme qui sont eux mauvais pour la santé. Mais l'agriculture n'est pas mauvais pour la santé. C'est justement la diversité alimentaire qui fait qu'on peut être en bonne santé. Et puis on va surveiller la nature. Quand on a des pratiques agricoles, par exemple, si la plante elle se porte bien, on va pas faire de traitement. Et on surveille. Je vous dis, c'est comme pour les consommateurs qui seraient malades. Si on n'est pas malade, on ne va pas voir le médecin. Et les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, on essaye de s'adapter, et même y compris dans l'air du temps. Alors, on est les premiers à ne pas vouloir utiliser de produits phytosanitaires. Mais malgré tout, maintenant, on ne peut pas faire sans. Mais depuis 20 ans, on ne fait que diminuer les matières actives qui sont utilisées. Donc, comment on évoluera la recherche? La recherche va peut-être nous trouver des solutions. Et aussi demandeur de toute cette recherche qui va nous aider à accompagner l'agriculture et toujours faire de l'alimentation de très bonne qualité, tout en maintenant cette nature qui est si belle. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur... là, vous avez cité, on fait tous de l'agroécologie, et si on avait vraiment saboté la planète, on ne produirait pas autant. Oui. Dire sur les chasseurs-cueilleurs. L'agriculture s'est mise en place parce que justement, la population a augmenté et qu'il fallait nourrir cette population. Moi, dans les années 70, quand j'étais jeune, mais je voyais des famines à la télévision. Alors, je ne sais pas si on en parle moins ou si parce qu'elle n'existe plus, mais produire du blé, c'était important. C'était important parce que justement, il y avait une telle population qui en manquait que c'était gravissime. Donc là, maintenant, on a quand même amélioré les pratiques, on produit un peu plus, et surtout, on est beaucoup plus d'habitants sur Terre. L'époque de pêcher, chasser ou cueillir, on ne peut plus maintenant. On est beaucoup trop nombreux. Et il y a aussi une efficacité à avoir. Voilà. Et malgré tout, c'est quand même ce modèle-là qui est important, parce que quand on entend que des fermes urbaines vont se développer, dans le noir, avec de l'électricité et du goutte à goutte, je sais pas, mais le soleil et la pluie sont quand même
bien meilleur vecteur de pratiques vertueuses. À part les champignons, qui aiment bien l'humidité des périodes, des carrières fermées ou autres. La photosynthèse, c'est quand même le soleil et la végétation qui sont nécessaires, quoi. Donc, pour produire des plantes aromatiques ou de la salade, moi j'aime bien, hein, mais ça nourrit pas son homme. Voilà. Très bien, Brigitte. Voilà. Et puis c'est surtout aussi que faut pas opposer l'agriculture traditionnelle de conservation du sol et biologique. On peut pas faire du bio partout. Il y a des secteurs plus favorables, des terres plus favorables, des conditions météorologiques plus favorables, mais c'est pas pour autant que les deux autres agricultures sont nocives. Et c'est surtout aussi le modèle économique qui doit être viable pour l'agriculteur. Ne pas oublier que l'agriculteur vit de l'exploitation. Nous sommes des chefs d'entreprise. Complètement. Voilà. Est-ce que, Brigitte, vous souhaitez apporter une information supplémentaire ? Oui, on rapporte souvent une citation de Voltaire avec mon mari, qui dit toujours « On a trouvé en bonne politique le secret de faire mourir de faim ceux qui, cultivant la terre, font vivre les autres. » Donc, la nature sans agriculteurs, c'est pas possible. Non, ça donne pas grand-chose. Et les villes sans les agriculteurs, c'est pas possible non plus. Donc, tout ça doit vivre en bonne intelligence, en bonne pratique, parce que j'insiste, nous avons de bonnes pratiques et qu'on n'a pas à craindre de notre agriculture. Eh bien, merci Brigitte, merci pour cette belle fin, parce que nous en avons terminé. En espérant avoir contribué justement à toute cette connaissance de notre beau métier. Ouais. J'espère que nos auditeurs seront heureux de toutes ces informations que vous nous avez apportées. Merci Brigitte, et peut-être à bientôt.